On l'a appelée la seconde guerre du Golfe. C'était il y a 20 ans, les États-Unis et leurs alliés envahissaient l'Irak. Une guerre préventive pour faire tomber le régime de Saddam Hussein. Le président américain George Bush et le Premier ministre britannique Tony Blair affirmaient tous deux que le dictateur irakien possédait des armes de destruction massive capables de frapper l'Occident en 45 minutes. Au total, l'ONU mènera plus de 700 inspections en Irak sans trouver trace de ces fameuses armes. Pourtant, devant l'ONU, en février 2003, le secrétaire d'État américain Colin Powell brandit une fiole censée contenir de l'anthrax, une soi-disant preuve des armes bactériologiques détenues par l'Irak. Une quatrième source, un officier irakien qui a fait défection, a confirmé que l'Irak dispose de laboratoires mobiles de recherche biologique, en plus des installations de production que j'ai mentionnées plus tôt. Nous ne devons pas reculer devant tout ce qui nous attend. Nous ne devons pas manquer à notre devoir et à notre responsabilité envers les citoyens des pays qui sont représentés par cette institution. Un mois plus tard, le 20 mars 2003, l'opération baptisée Liberté en Irak débute, une campagne de bombardement suivie d'une invasion terrestre massive. Le tout sans le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU. On se souvient de l'opposition résolue de la France. En 3 semaines, la capitale, Bagdad, tombe. 5 jours plus tard, c'est au tour de la ville natale de Saddam Hussein, Tikrit. Durant ses 23 années au pouvoir, Saddam Hussein a transformé cette petite ville en l'une des plus belles du pays. C'est pourquoi la chute de Tikrit, après des semaines de résistance, a bel et bien marqué la fin du règne de Saddam Hussein. Au mois de décembre, c'est tout près de Tikrit que le dictateur déchu est capturé avant d'être exécuté. Alors, 20 ans après, à quoi ressemble cette ville? Que sont devenus ses habitants? Billet retour à Tikrit, c'est un reportage de Lucille Wasserman. Tikrit, en plein cœur de l'Irak. Seulement 140 000 habitants, mais un nom qui résonne encore de sinistre mémoire pour de nombreux Irakiens. C'est ici que Saddam Hussein est né en 1937, plus précisément dans un village aux abords de la ville, Alodja. C'est là-bas que nous nous rendons aujourd'hui. À l'entrée du village, un comité d'accueil nous interdit le passage. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes ici pour rendre visite au tombeau de Saddam, c'est ça? Non, on veut juste filmer le village. C'est un lieu militaire, c'est interdit d'être ici. Vous devez partir immédiatement. Ok, pas de problème. Dites-nous juste où aller pour demander l'autorisation. C'est interdit. Donne-moi les papiers de ton véhicule. Depuis des années maintenant, Alodja est un village fantôme, inaccessible. Ce n'est pas sécurisé ici. Partez. Pourquoi c'est pas sécurisé? Il n'y a personne ici. Ce n'est pas sécurisé, c'est tout. Appelez notre commandement à Bagdad si vous voulez. Les cerbères du village n'appartiennent pas à l'armée ou à la police, mais à une faction paramilitaire proche de l'Iran, l'ex-ennemi juré de Saddam Hussein. Pas moyen de négocier, nous devons partir. La ville d'Alodja, il ne vaut mieux pas s'en approcher. Les forces là-bas ont mis des blocs de béton tout autour et des casernes pour surveiller. Les habitants, eux, ont été déplacés depuis longtemps et les groupes armés leur interdisent de revenir. Marwan El-Jabari fait partie des grands noms de Tikrit. Issu d'une famille très influente, il se bat depuis des années pour que ce village soit de nouveau accessible à ses anciens occupants. Regardez, la simple distance entre Alodja et Tikrit, quelques kilomètres à peine. C'est absurde. Les habitants sont autorisés à revenir à Tikrit, mais pas dans leur village. Marwan est porte-parole du Conseil des tribus locales. Comme chaque mois, cette assemblée se réunit pour parler des affaires politiques. Le cas d'Alodja fait partie des dossiers sur la table depuis des années. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Nous avons beaucoup de sujets à aborder. D'abord, la situation générale en Irak, les blocages politiques, mais aussi la situation des déplacés
et surtout, comme vous le savez, ceux d'Aloudja. Sachez que nous avons fait une tournée d'un certain nombre de ministères d'État concernés par la question des déplacés dans tous les districts, y compris Aloudja, vidé de tous ses habitants. Dans la salle, un membre de la tribu Al-Bounassir, dont faisait partie Saddam Hussein, prend la parole. Qu'on se le dise, tout cela est une affaire privée. C'est quelque chose de politique, simplement parce que cet endroit est le lieu de naissance du président Saddam Hussein. Cela ne représente rien d'autre. C'est complètement insignifiant pour eux. Nous avons rencontré le président de la République, le Premier ministre, jusqu'à la plus petite entité. Et qu'est-ce qui est sorti? Rien. Aujourd'hui, seules 280 familles de cette tribu vivent encore à Tikrit, contre 5000 en 2003. Même s'ils ont prouvé qu'ils n'ont jamais joué de rôle dans les structures de l'ancien régime, ces hommes et ces femmes subissent encore, selon eux, leurs origines, 20 ans après. Le problème, c'est que les forces qui tiennent le terrain sont multidirectionnelles et ça complique nos échanges. L'armée, elle, c'est l'armée. La police, elle, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais les forces de mobilisation populaire, elles ne sont pas toutes du même côté. Il y a plusieurs commandements. Même quand on a une réponse positive d'un côté, d'autres peuvent revenir sur la décision. Nous avons tenté de contacter ces factions armées. Seul le groupe Joun al-Imam, les soldats de l'imam, en charge d'une partie de Tikrit, a accepté de nous rencontrer. Rendez-vous pris au centre-ville, dans les anciens palais de Saddam, avec la promesse d'accéder ensuite à Aloudja. Nous appartenons tous aux forces de mobilisation populaire et nous avons été parmi les premiers à entrer dans la province de Tikrit en 2015 à la libération contre Daesh. Tous ces hommes sont chiites et ne sont pas originaires de cette région à majorité sunnite. Ils insistent pour nous montrer d'abord l'un des palais où Daesh a commis l'une de ses pires exactions avant la libération de la ville. Car pour eux, le crime a été organisé par des anciens fidèles de Saddam Hussein. Il y a toujours beaucoup de pro-Saddam Hussein dans la région. Et ces gens ont beaucoup profité du parti Baas à l'époque, alors ils voudraient qu'ils reviennent au pouvoir. Beaucoup ont donc rejoint Al-Qaïda et Daesh ensuite, pour venger Saddam Hussein et le parti Baas. Dans ce palais qui appartenait à Saddam, par exemple, c'est là qu'a eu lieu le massacre de Speicher. En juin 2014, entre 1000 et 1700 soldats chiites désarmés de la base aérienne de Speicher ont été exécutés froidement. Les jeunes soldats n'étaient pas d'ici. Et les traîtres, eux, l'étaient. Ils ont répandu leur terreur, les ont manipulés en leur disant de sortir de leur base et que tout irait bien, alors qu'ils allaient se diriger en fait vers la mort. Oui, les traîtres étaient des fidèles de Saddam et de Daesh. Ce massacre fait partie des raisons pour lesquelles ces groupes refusent le retour des habitants d'Aloudja. Selon nos informations, plusieurs membres de la tribu de Saddam Hussein y auraient effectivement participé. Mais la grande majorité des meurtriers ferait partie d'une autre tribu de la région. Et rien ne permet de prouver que ce bain de sang a été organisé pour venger l'ancien dictateur. À la libération de Tikrit en 2015, ces factions chiites ont été largement accusées de sectarisme. J'espère que tous ces palais finiront par devenir des sanctuaires pour les familles chiites des martyrs. Faire de Aloudja un lieu de pèlerinage à Saddam Hussein, c'est ce que ces groupes armés cherchent à éviter à tout prix. La vraie raison de cette sécurité renforcée. En effet, c'est ici qu'en 2006, l'ancien dictateur fut enterré. C'est le père de Marwan qui a organisé son transfert. Au début, le gouvernement irakien avait l'intention d'enterrer Saddam Hussein dans un endroit tenu secret à Bagdad. Mais quand la délégation, conduite par mon père, s'est rendue sur place, ils ont insisté pour récupérer la dépouille et pour l'enterrer chez lui, dans son propre gouvernorat. Parce qu'ils savaient que cela créerait beaucoup de problèmes s'il était enterré dans un endroit secret à Bagdad. Une fois que cela avait été convenu, ils ont su que des groupes armés avaient l'intention d'enlever le cadavre lors du transfert, qui devait alors se faire par la route. Alors, Abdullah al-Jabari, mon père, s'est longuement entretenu avec les Américains. Il leur a demandé leur approbation pour transporter le corps dans un de leurs avions. Ils ont répondu que c'était très sensible, évidemment,
et qu'ils devaient obtenir l'autorisation du plus haut niveau de l'État. Après 1 heure, ils ont finalement reçu l'approbation du président Bush pour transporter le cadavre de Saddam Hussein dans un avion américain. Saddam Hussein est alors inhumé dans son village natal, à Al-Oudja. Sur ces photos transmises par d'anciens habitants, le mausolée, construit pour accueillir la dépouille. Des vêtements de l'ancien dictateur y étaient également exposés. Et des visiteurs venaient alors de tout le pays pour se rendre à Al-Oudja. Ce n'est que plus tard que le gouvernement irakien a voulu fermer cette salle. Et puis il y a eu la guerre contre Daesh. Et la salle a été bombardée pendant les opérations de libération de la ville. Aujourd'hui, personne ne sait où se trouve le corps de Saddam Hussein. Des rumeurs disent que les tribus de la région l'ont exhumé avant l'arrivée de Daesh, puis réenterré dans un endroit tenu secret. À Tikrit, notre visite des palais de Saddam continue. Dans ces ruines, les soldats de l'imam sont des guides touristiques au discours bien rodé. Nous devons conserver ces palais pour qu'ils deviennent des témoins de cette terrible époque. Devant notre insistance à vouloir entrer dans Al-Oudja, ils veulent alors nous faire rencontrer d'autres responsables. Dis-tu les attendre sur la base? Ils n'ont pas filmé, non. Mais au final, nous avons la très nette impression d'être menés en bateau. Malgré plusieurs relances, personne ne prendra la responsabilité de nous laisser entrer dans ce village fantôme. Pour percer un peu plus le mystère de ce lieu, nous nous rendons alors à Erbil, au Kurdistan irakien, là où une partie des anciens habitants d'Al-Oudja s'est exilée. Voilà la maison que je loue aujourd'hui. Je n'ai pas les moyens de l'acheter. Ça me coûte $600 par mois environ. Et c'est dur car l'État a arrêté de me verser mon salaire depuis 2015. Oui, c'est vrai, nous sommes arrivés au pouvoir grâce au parti Baas. Et notre tribu, la tribu Al-Bounassir, en a beaucoup profité. Mais aujourd'hui, le parti est tombé et notre autorité également. Une chute brutale qui touche toute la tribu sans distinction. La preuve d'une vengeance politique et non d'un désir de justice, selon ce chef tribal. Vous savez, ces accusations d'être avec Daesh, en vérité, il n'y a pas une seule tribu dans la région de Salaheddine qui n'a pas 1 ou 2 membres qui ont rejoint Daesh. Les nôtres sont morts maintenant, ou bien on ne sait pas où ils sont, mais certainement plus dans le pays. 7 ans que ces habitants sont désormais loin de leur terre. Depuis que les milices chiites ont pris contrôle de leur village, aucun d'entre eux n'a réussi à y retourner, ne serait-ce qu'une journée. Grâce à des témoignages et aux images satellites, ils ont toutefois pu documenter des changements opérés sur place. Avant, Al-Oudja était entouré de fermes. Mais regardez maintenant, toutes ces terres ont été asséchées. On sait que des fermes ont été incendiées. Si vous regardez des images satellites du même endroit en 2014 ou disons 2013, vous remarquerez que c'était très vert. Mais maintenant, sur la carte, vous voyez, ce n'est plus qu'un désert. Et on sait qu'après avoir brûlé les terres, ils les ont transformées en fermes piscicoles, au profit de leurs troupes, qui résident maintenant à Al-Oudja. Une information qui nous a été confirmée par plusieurs sources à Tikrit et même par des hauts responsables du gouvernement. À Bagdad, nous retrouvons Marwan al-Jabari, qui se lance dans une nouvelle série de plaidoyers auprès des autorités. Merci de nous recevoir. Je représente aujourd'hui tous les chefs tribaux de Salaheddine. Nous souhaiterions remettre au ministre une nouvelle demande pour que les habitants de la région puissent revenir vivre chez eux.
Écoutez, nous devons obtenir le feu vert des forces de sécurité sur place pour nous assurer qu'il n'y a aucun danger et qu'on peut commencer à faire rentrer les gens chez eux. Selon lui, des représailles contre leur tribu pourraient avoir lieu en cas de retour. Désolé, mais oui, il y a une obsession autour des habitants d'Aloudja. Et beaucoup d'entre eux ont peur de retourner chez eux et nous demandent une force spéciale pour les protéger. Aujourd'hui, nous travaillons sur ces demandes et nous espérons que leur retour pourra être possible prochainement. Mais après 7 ans d'attente, cette position officielle sonne davantage comme un prétexte pour retarder le plus possible le retour de ces habitants déchus. Quand vous êtes mis à l'écart de toutes les prises de décision du pays, alors même que vous êtes une communauté importante de ce pays, quand vous êtes déplacé et qu'on vous refuse votre retour chez vous, quand vous devez appliquer des ordres injustes qui ont été pensés et conçus simplement pour vous punir, alors vous aurez forcément l'impression d'être devenu un citoyen de seconde classe. Et ça ne risque pas de changer selon moi. Les sunnites et les chiites se punissent pour un problème vieux de 1400 ans. Comment imaginer que nous ne serions pas punis pour des événements qui ont eu lieu il y a seulement 20 ans ? Et voilà pour ce reportage à Tikrit en Irak, 20 ans après la Seconde Guerre du Golfe. Un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billet Retour.